Bon, du coup, en attendant que Samuel s'installe, du coup, Samuel travaille sur la suite numérique dont il va nous parler aujourd'hui. J'ai déjà oublié le titre de la presse parce que c'était beaucoup plus long que Moi celui aussi, de Thibaut. Tant pis pour toi. Je l'ai oublié aussi, mais j'ai pas oublié de quoi je voulais vous parler. Donc, je travaille à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, au sein de l'opérateur de produits interministériels. C'est l'opérateur qui fait par exemple France Connect, que vous connaissez sûrement si vous êtes français, et DataGouv, toute la politique open data. C'est moins connu pour la suite numérique, on a commencé à travailler dessus il y a 1 an et demi. Donc avec mes collègues, on est des gros fans de Django, on est, je sais pas, plus de 10 ans qu'on fait du Django. On adore Django, on croit beaucoup à cette stack, et donc on travaille pas mal avec Django. Je discutais avec une ESN récemment qui me disait dans l'État, vous êtes, enfin, on voit plus beaucoup de Django, sauf dans l'État, on en voit énormément. Donc on pourra réfléchir après pourquoi, mais nous, je vous donnerai peut-être quelques raisons pour nous de faire ce choix. Sur la suite numérique, l'objectif qu'on se donne, c'est de rassembler tous les agents et les professionnels du secteur public autour d'applications du quotidien. Donc le but, c'est de rendre leur quotidien plus facile avec des outils bureautiques et bien sûr qu'ils soient souverains. Donc l'idée, c'est d'avoir des alternatives aux solutions des hégémones, on va dire. Donc, ce qu'on a, on a un écosystème d'applications bureautiques qui vont donc du mail. Donc là, je vous ai mis à côté les solutions qu'on utilise. Donc, pour le mail, on utilise OpenExchange, qui est une solution open source, rien à voir avec Django, donc je passe vite. Et puis ensuite, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications qui sont basées sur du Django. On a une application de support qui s'appelle Message. On a une application de chat qui est basée sur Matrix, qui s'appelle Chap. Ceux qui travaillent dans le service public connaissent sûrement. Donc pas du Django. On a de la vidéoconférence, de la documentation wiki, du partage de fichiers, tableur, chatbot récemment, gestion de contacts et groupes à venir, calendar à venir. Donc on essaie de couvrir un peu tous les, enfin on doit couvrir tous les besoins de l'agent. C'est pas évident. Je dis 2 mots aussi sur le fait qu'on a une approche de produit qui est très spécifique, qui est d'être user-centered, un peu à la Google, on va dire. C'est-à-dire que vous vous loguez en OIDC et vous êtes chez vous. Il n'y a pas d'administration de vos outils, il n'y a pas de... Enfin, on va dire que l'utilisateur est le point d'entrée, il se logue, il est chez lui et il peut découvrir chaque application, inviter ses collègues ou les partenaires avec qui il travaille. Il doit pouvoir très facilement travailler avec tout le monde. La sphère publique, elle est très large. Elle travaille aussi avec les associations, les entreprises. Donc, on doit pouvoir travailler très facilement tout en étant très sécurisé. Donc, notre approche pour offrir tous ces services aux agents publics, c'est qu'on croit à l'open source pour la souveraineté. Enfin, on pense qu'il n'y a pas de souveraineté sans open source. Au sens contrôle des données, contrôle des coûts, et être capable d'assurer la continuité des services publics, la continuité de l'État, quelles que soient les circonstances. Donc ça, si on n'a pas le contrôle de nos logiciels, c'est pas possible. Donc l'open source. On est très challengé sur tout ce qui est sécurité, pas mal de bug bounties, on héberge en Secnum Cloud. Donc bon, ça vous intéresse parce que quand vous allez voir et utiliser nos projets, vous verrez qu'il y a une grosse composante sécurité et une approche très poussée là-dessus. Bien sûr, on a de l'IA embarqué dans nos outils, on n'y coupe pas. Il y a une grosse ambition. Vous avez vu les sommets de l'IA, vous avez vu tout ça. Donc le service public et la France essaye de se positionner là-dessus. Donc voilà, on pourra en débattre aussi pendant le cocktail après, mais c'est un focus qu'on nous demande d'avoir, et donc on essaye d'être. C'est aussi ce qui nous fait être pas mauvais, c'est aussi le Python. Hein. C'est un monde qui est très largement mené par le Python. Et enfin, un mot pour dire qu'on fait en collaboration au niveau de l'Europe. On essaye d'aller chercher via l'open source, construire des communautés à l'échelle de l'Europe. On a un partenariat avec les Allemands et les Hollandais. D'autres pays qui commencent à s'intéresser, qui regardent, et on matérialise ça dans les jours qui viennent par un EDIC, un établissement digital, enfin non,
Le E, je suis pas sûr, mais Digital Infrastructure Consortium. European, bien sûr. European Digital Infrastructure Consortium. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de membres qui nous rejoignent et c'est des établissements qui vont permettre d'aller avoir des financements européens plus facilement. Donc, Thibaut, va falloir que tu suives ça. Et on en reparlera, je pense. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec Django? Alors déjà, on a une stack qu'on aime bien, c'est Django React. Pourquoi on l'aime bien? Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais on l'aime bien parce que c'est la boring stack aujourd'hui, par définition. Nous, on l'entend dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est une stack qui est éprouvée, on en fait depuis 10 ans, qui marche. On sait que ça tournera encore dans 20 ans. On met quelques minutes à upgrader, à passer d'une version de Django à l'autre. Voilà, c'est solide, on sait qu'on n'a pas de surprise. C'est aussi la stack de l'IA, donc on pense que c'est une stack un peu future quand même. Comme disait Thibaut, bon, l'asynchrone, c'est pas son point fort. Le typage, c'est à la mode, c'est pas encore super dans Django, mais donc bon, on n'est pas forcément nous des hipsters, donc ça nous va bien. Et on se concentre parce qu'on a beaucoup d'apps à shipper, donc ça nous va bien de pouvoir utiliser des patterns qu'on utilise depuis 10 ans, qu'on a travaillé, qu'on a énormément testé, de pouvoir passer d'une app à l'autre. On va très très vite, en 200 commits, on peut forquer une app, faire une autre app qui n'a rien à voir, mais on maîtrise nos patterns, on maîtrise. Et bon, on utilise beaucoup l'IA pour coder aussi. L'IA est très forte en Django parce qu'il y a beaucoup de contenu et comme c'est stable, l'IA le fait très très bien. Et en plus, comme nous dans nos projets, on réutilise beaucoup nos patterns. Quand même, c'est un facteur qui permet, quand on a une ambition telle qu'on a, de sortir toute une suite numérique avec peu de moyens, de pouvoir utiliser l'IA de façon efficace, pour écrire des tests aussi. C'est différenciant, quoi. Versus un framework qui serait né l'année dernière où il n'y aurait pas ça, quoi. Et il n'y a pas que, bien sûr, l'IA, il y a aussi les libs et tout ça, l'écosystème qui est très riche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, je vous ai mis la liste de tout ce qui est fait en Django dans cette suite. Donc on a Docs. Docs, c'est avec ça que je présente aujourd'hui. C'est avec ça que Thibaut présentait. C'était la surprise du soir et c'était cool. On a Calc, qui est son petit frère ou sa petite sœur, qui est pas encore sorti, mais qui utilise un projet allemand qui s'appelle Iron Calc. Très très cool. Vous pouvez regarder si vous voulez. Donc qui est l'équivalent de Bloc-Notes, mais pour faire des tableurs. On a Visio qui est basé sur LiveKit, donc qui est un équivalent d'un Google Meet. On a Drive, un équivalent d'un Google Drive. On a un assistant IA, donc c'est Quentin qui a sorti ça cet été et qui va bientôt être publié, qui est pas encore en prod, qui est basé sur Vercel AI. Message, qui est un équivalent de Gmail. Je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est pour vous donner l'image très rapidement. Un calendar qu'on doit faire, qu'on n'a pas commencé. Gestion de contact, gestion de groupe, sur lesquels on a des V1. Voilà. Et tout ça, donc, sur un repo, suite numérique, où il commence à y avoir pas mal de contributeurs. Sur Docs, on a 13 000 étoiles. Donc, doucement, on travaille à augmenter les communautés. On essaie donc tout est en licence MIT et on essaie de créer de la valeur autour de ces produits qui soient réutilisés, qu'il y ait des contributeurs qui viennent. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Je peux passer à la démo tout de suite. Vous pouvez flasher ce QR code pour arriver sur... normalement, vous devrez arriver sur ce document. Donc, ce document, il est en read-only. Vous ne pouvez pas modifier. Par contre, si vous allez dans le sous-document qui est là, démo, je vous laisse flasher d'abord. Normalement, vous allez pouvoir éditer. Donc, je vous montre la démo de Docs, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est user-centric. Le but, c'est que ce soit très facile d'inviter des collègues. Donc, en un clic, je dois pouvoir inviter quelqu'un et je peux aussi mettre un lien, que le lien soit public ou qu'il soit possible d'éditer ou uniquement de lire. Donc ici,
Si vous voyez, je peux inviter Manuel qui est là, par exemple. Voilà, donc assez facilement le retrouver. Normalement, il y a beaucoup de Manuel dans l'état. Voilà, Manuel Reynaud, je peux le mettre éditeur, administrateur. Voilà, tac, ça lui donne des droits sur mon document. Et puis vous voyez qu'ici, vous êtes lecteur seulement sur ce document, mais que dans le sous-document, vous êtes éditeur. Et donc, vous êtes déjà en train d'éditer le document. Donc ça marche comme du Notion. Je vous laisse jouer avec, mais quand on fait slash, on a pas mal de types de contenus, mais on a du multicolonne, on a des images, des vidéos, des tableaux, on peut faire pas mal de choses. Et le but, c'est que la communauté qui vient autour de Docs peut ajouter des custom blocks dans Blocknote. Et donc, on peut avoir des custom blocks pour faire du latex, du mermaid, on a des custom blocks qui peuvent être utilisés pour faire des interops avec, si par exemple vous avez une startup et que on a des startups dans l'état qui nous appellent et qui essayent de faire des custom blocks pour qu'on puisse intégrer facilement dans un docs des données qui viennent de leur outil. Donc tout ça, on est au tout début de ça, mais il y a une communauté qui se forme sur les custom blocks. Et puis donc quels sont les... Voilà, je vous en parle après. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à Visio pour faire une deuxième démo d'un autre outil. Donc Visio, qui est basé sur LiveKit, Django, React, avec du LiveKit en dessous qui gère les confs. Là, je démarre une conf en un clic. Je vous partage le lien dans le doc. Je vous le mets là, ok. Donc si vous cliquez, vous devez arriver sur la conf avec moi. Comment je peux le proposer? Ouais. Je ne vous remets pas un QR code, vous êtes déjà là. Ok. Non, vous n'êtes pas là. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Ok. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est que ce que je vais vous montrer, donc on a des fonctionnalités complètes de modération, la liste des participants, on a du chat et on a des plugins ici. Donc pareil, on va pouvoir aller chercher des contributeurs pour faire des plugins. Aujourd'hui, on a un plugin de transcription que je peux démarrer comme ça. Et on a l'autre plugin, vous avez vu, c'est l'enregistrement pour faire des vidéos. Donc les vidéos vont être envoyées automatiquement dans le Drive quand elle est finie et la transcription va être automatiquement envoyée dans Docs quand elle est finie. Je vais parler encore... Ah mais j'ai le micro coupé, du coup on va pas entendre. Je vais ouvrir mon micro pour essayer de faire une transcription. Voilà, donc ça c'est Visio, très simple comme outil. Il y a aussi la gestion de l'admin des salles pour dire est-ce qu'on n'accepte que des gens logués ou des gens publics, etc. Donc on va continuer à améliorer ces outils. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est déjà pas mal utilisé dans l'état, mais ça monte un peu partout. Disons que nous, ce qu'on fait, c'est des communs. Et donc, il y a des entreprises qui peuvent récupérer ça et on va pas, nous, servir le marché du privé, on va pas servir le marché des collectivités, on s'intéresse uniquement aux agents de l'État. Donc, ça veut dire qu'on a des communautés qui aussi on a par exemple Open Source Politics qui a fait la suite coop, je ne sais pas si vous les connaissez, et qui est complètement faite avec les outils de la suite et qui va l'offrir à des entreprises. On a Clever Cloud qui offre du Grist et qui a signé un partenariat avec Grist. Donc le but, c'est qu'il y ait vraiment des alternatives qui naissent, qui soient de bonne qualité et qui permettent à des gens qui veulent de la souveraineté, récupérer de la souveraineté et ne pas forcément utiliser les suites des GAFAM, d'avoir des solutions, quoi. Qu'est-ce que vous nous avez fait là? Donc on a des photos du talk. Cool. Donc vous voyez ça sert aussi de PowerPoint. Nous, on fait plus de PowerPoint et on se rend compte qu'il n'y a plus le problème de la page blanche parce que le PowerPoint répète le syndrome de la page blanche à chaque slide qu'on fait. Donc c'est assez embêtant. On a pris conscience de ça, qu'avec le docs, au moins, on écrivait une présentation comme on écrivait un doc. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Je propose de vous partager nos challenges. Mais si vous avez des questions, arrêtez-moi maintenant. Donc, notre challenge. Donc, faire grandir la communauté, je l'ai déjà dit.
Il y a aussi un challenge qu'on a quand même pas mal d'apps. Donc, comme je disais, on est une petite équipe et on s'est donné une ambition assez grosse. Donc, si la communauté grandit pas, on fera pas tout, quoi. On a un challenge, par exemple, de connecter docs et fichiers dans l'assistant. Pardon, j'ai pas parlé de l'assistant IA, mais on a fait un assistant. Je vais vous le montrer parce que on a fait un assistant IA qui sort bientôt, qui est pas encore en prod. Donc ça, vous êtes les premiers à le voir. Qui ressemble à ce qu'on connaît, mais qui est complètement basé sur Django et Vercel AI. On a mis pour l'instant deux outils: attacher un fichier et faire du RAG, enfin poser des questions sur un fichier et rechercher sur le web. Ces outils doivent être sélectionnés automatiquement. Mais là-dessus, on a encore un peu de boulot. Donc là, on a dû désactiver le streaming à cause de la sélection d'outils sur Mistral qui ne marchait pas complètement. Mais donc, si je lui pose une question, qu'est-ce que le Python, là, il ne fait pas de recherche web, il le sait, normalement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas le streaming, donc c'est bof, mais ça doit marcher. Et ensuite, je peux essayer de lui poser une question qui va activer... Voilà, donc là, il n'a pas fait de recherche, hein. C'est ça, Quentin? Il n'a pas fait de recherche, mais si je lui demande le futur de Django, là, normalement, il va aller sur le web, il va aller faire une recherche. Voilà. Donc là, c'est du debug, hein, parce qu'on est sur une instance de staging. Vous voyez qu'il a lancé une recherche. Encore une fois, on n'a pas le streaming, donc on attend, mais normalement, il doit m'expliquer c'est quoi le futur de Django. Amélioration des performances, support pour les nouvelles technologies, sécurité. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui permet, enfin, c'est quand même assez important aussi, comme disait Thibaut, l'IA, on se pose la question qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. Le truc, c'est que si on n'a pas un assistant IA pour les agents publics qui soit de qualité, les gens balancent des choses assez sensibles sur ChatGPT. Je pense que vous n'avez aucun doute là-dessus et que c'est pareil dans vos entreprises. Donc, c'est toujours le dilemme qu'on a de si on fait rien, les utilisateurs ils y vont quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même quelque chose. Au moins, on peut le mesurer, on peut l'améliorer, on peut aussi faire des choix que font pas les autres pour nous. Donc voilà, on propose ce truc. Il y a aussi tous les usages de l'IA pour manipuler des données. Hein. Vous imaginez, dans l'État, il y a beaucoup d'agents qui manipulent des données, qui demandent des mises en format de certaines données, etc. Il vaut mieux qu'ils le fassent dans une IA souveraine. Ce qui est cool là, c'est que vous avez un chatbot complètement fait avec Django React et la librairie Versal AI qui est en licence MIT, sur laquelle vous pouvez hacker assez facilement. C'est un projet... Quentin, c'est quoi? C'est le mois d'août, en gros. C'est un projet qui est à taille... c'est pas des années de boulot, donc vous pouvez assez facilement, si vous maîtrisez Django, assez facilement hacker sur ce truc et faire quelque chose avec. On va continuer à ajouter des outils dessus. On va rajouter un outil pour aller discuter et créer des docs, discuter et créer des fichiers dans notre drive. Donc, connecter tous les outils de la suite numérique dans l'IA. Donc ça, c'est un des challenges qu'on a. Voilà, j'ai mis connecter docs et fichiers dans l'IA, dans l'assistant. Les custom logs, je vous l'ai déjà dit. L'interopérabilité entre les apps. Donc ça, vous imaginez, quand on est dans une app, on va aller chercher un fichier dans Drive. Donc on a tous ces challenges-là à ajouter. On en a déjà quelques-uns. D'ailleurs, je vais arrêter ma transcription pour vous. Vous voyez le résultat dans Docs, qui est déjà une interop. Et ensuite, intégration de Docs et Drive. Ça, c'est un challenge, je vous en parle au cocktail si ça vous intéresse, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que dans Docs, on a des sous-dossiers avec des droits d'accès complexes, et dans Drive, on a la même chose, mais avec des fichiers. Et les gens nous demandent, on voudrait nos Docs dans Drive, forcément, on voudrait nos tableurs dans Drive, on voudrait tout dans Drive. Et donc, on se retrouve avec un manque sur les standards actuels. Pour ceux qui connaissent le standard Whoopi, le standard Whoopi permet, quand vous avez un docx ou un Excel dans un Drive, en double-cliquant, d'invoquer un service distant comme Collabora ou OneOffice. Et par le protocole, il va rappeler votre Drive, récupérer le fichier et le proposer dans l'éditeur. Donc ça, le protocole Whoopi qui est fait par Microsoft, qui marche bien, mais qui est limité pour les nouveaux usages, type Notion, type multipage, droit d'accès partagé. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas véhiculées par le protocole Whoopi. Donc on réfléchit, nous, à peut-être le surcharger, enfin l'étendre.
On discute avec les acteurs du secteur pour voir si on tombe d'accord sur ce qu'il faut faire sur ce drive. Et ensuite, ça permettra d'avoir un écosystème de players, d'éditeurs pour notre drive qui permettront d'ouvrir tout type de fichiers avec plus de capacité que ce qu'on a sur les drives à l'ancienne. C'est un de nos challenges du moment. Un autre challenge, c'est qu'on nous demande Teams, en fait. On nous dit, ouais, c'est cool, vous avez fait Google. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est Teams. C'est quoi Teams? La Teams, c'est qu'on a on a un groupe et puis on a du chat, des fichiers, de la conf au même endroit. Et c'est ça qu'on veut parce qu'on a l'habitude et c'est là-dedans qu'on passe nos journées. C'est un du challenge. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense que non, il n'y a pas besoin de ça? Ou est-ce qu'on doit faire une app qui permet de... C'est une interop en fait, mais c'est une interop quand même où les gens vont passer leur journée dans cet endroit-là, quoi. Donc il y a l'approche Slack, il y a l'approche Teams, il y a l'approche Google qui est de pas le faire, mais ça marche pour les power users. Nous on se dit qu'on n'en a pas besoin, mais quand on écoute les agents, on voit que si ils pensent qu'il y en a besoin. Donc, voilà, un des challenges plus du X de qu'est-ce qu'on va faire sur ça. Et les fonctionnalités, donc je ne vous ai pas montré la fonctionnalité IA dans Docs, mais ça, je l'ai fait avec une IA pour vous expliquer le Whoopi. Et puis, je vous montre avec ça. Donc là, par exemple, je peux décider que ça, c'est un prompt. Je l'utilise comme prompt. Ou je peux utiliser l'IA pour faire de l'aide à la rédaction. Si j'utilise ça comme un prompt, dessine-moi une structure de fichier d'un drive uniquement en caractères et incluant des emojis. Voilà, c'est juste pour montrer. Mais... Donc, on doit améliorer toutes ces features. On a une V2 de l'interface IA dans Docs qui permet de sélectionner un bloc et puis d'interagir par le prompt sur le texte que j'ai sélectionné, avoir une proposition avec un diff, accepter ou pas, ou retravailler, etc. Donc, une unité beaucoup plus poussée d'interaction sur mon doc qui est en cours de finalisation et qui a été mis dans bloc-notes déjà. Ouais. Peut-être dire que toutes ces libres qu'on utilise, on finance on pousse l'état de l'art dans toutes ces libres-là, quoi. Je me tourne vers Sarah pour savoir. Le temps, c'est 21h, c'est bien? 10 minutes, parfait. Donc, je vais peut-être prendre vos questions. Moi, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Transcript, j'ai oublié mon transcript, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est fini. Est-ce qu'il est arrivé dans Docs? Il est là. Ah oui, c'est intéressant, c'est que lui, là, il est repassé devant parce qu'il a été backupé. Il se backup tout seul. Et celui-là, voilà, j'ai mon... Donc là, dans la prochaine version... Il fait n'importe quoi, là, non? Ok. Bon, c'est de fait n'importe quoi. Après, je peux pas vous promettre, parce que comme c'était sur mon laptop avec le micro, je suis pas sûr qu'il a tout capté. Et puis en plus, vous étiez nombreux. Bon, je sais pas. Mais bon, ça marche. Testez-le chez vous. C'est l'effet démo. Peut-être montrer aussi le search qui permet de trouver des docs. Donc ça, c'est un peu une révolution dans l'état, en fait, d'avoir des gens qui collaborent sur des docs en temps réel, qui les retrouvent comme ça, qui se les partagent, et tout est classé, tout va très très vite, en fait. Donc c'est un peu une révolution. On découvre ça, voilà. On est assez surpris, en fait, de la façon dont l'état peut être transformé quand on met des outils comme ça et de l'engouement de certaines personnes. On a des infirmiers qui sont complètement fans de ces produits, qui viennent dans nos channels de support, qui aident les autres. C'est vraiment très très surprenant qui est prêt à changer et qui l'est pas. Des fois, c'est contre-intuitif. Des fois, des gens qui nous engueulent parce que le bouton a changé de couleur ou qu'il a changé de place et qu'on s'attendrait à ce que ce soit des gens assez agiles. Et voilà, donc c'est une aventure assez intéressante d'essayer de transformer un paquebot comme l'État avec des logiciels en faisant un focus sur l'utilisateur et en essayant d'être hyper agile et hyper itératif sur ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que... voilà, on va aller boire un coup, non?
Est-ce qu'il y a des questions? Merci, du coup, Samuel. Bah, de rien. Je mis combien là pour la transcription? Ouais. Hébergement souverain, ça veut dire quoi? Alors, Hébergement souverain, ça veut... Hébergement souverain, donc les instances de l'État, elles sont hébergées en Secnum Cloud ou sur des instances, sur des clouds internes à l'État. Parce qu'il n'y a pas que ça, c'est l'instance qui est en Secnum Cloud et qui est accessible sur Internet. Il y a aussi des instances qui ne le sont pas. Et souverain, ouais. Après, quand on dit souveraineté, c'est aussi, il n'y a pas que l'hébergement pour nous, il y a aussi de maîtriser le code, le comprendre et d'avoir la main sur les données, on va dire, ouais. Enfin, de pouvoir maîtriser ça, quoi. Oui, c'est en France. Bon, nous, il n'y a pas de secret, en fait, il n'y a pas 36 clouds, Secnum Cloud, donc c'est Outscale, pour pas le nommer. Peut-être préciser que tout est kubernétisé. Enfin, nous, on héberge sur Cube, donc on livre tous nos projets, on livre les images Docker par défaut, les Uncharts. Donc c'est assez facile de déployer si vous avez du Cube. Et vous pouvez, donc au niveau du framework de front, on utilise des tokens en fait qui permettent de modifier le design, de customiser le design en changeant juste quelques valeurs de tokens et en rebuildant. On essaie de faciliter la réutilisation sans être sur le thème de l'État. Bonsoir Samuel, merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'ai une question sur l'origine du projet et sur son lien avec les grands corps de l'État technique. Parce que ça c'est une des caractéristiques de l'État français depuis l'époque napoléonienne, d'avoir des hauts fonctionnaires, ingénieurs, et qui sont censés normalement permettre à l'État français d'être à la pointe de la technologie et fournir à l'administration les meilleurs outils. On a eu des ingénieurs comme Ampère, Coriolis, qui ont fait toute leur carrière au sein de l'État, ont contribué à la physique mondiale, tout en travaillant à des travaux sur des routes, etc. Et j'aimerais savoir quelles sont les interactions entre votre initiative et ces grands corps de l'État. Ok. Tu m'as combien de temps, Sarah? Je peux passer la soirée là-dessus. Alors, déjà, peut-être regarder le truc qui s'appelle BetaGouv. BetaGouv, c'est il y a 10 ans, on va dire. Ça commence il y a un peu plus de 10 ans, 14 ans, je crois. L'idée de BetaGouv, c'est de dire on n'arrive pas, le numérique, on n'arrive pas forcément à avoir l'agilité. On a pris un peu on avait déjà vu il y a 14 ans qu'on avait du mal avec les projets numériques et il y avait cette volonté de dire, et si on essayait l'agilité, donc on repère un irritant, il y a toute une méthode qui a été écrite, la méthode bêta, on repère un irritant dans l'État, il y a un agent public qui se saisit de l'irritant et on lui donne une équipe en général, donc un dev, un designer, une petite équipe de start-up d'État, c'est comme ça que ça s'appelait au début, et on essaye de résoudre le problème. Et on lui donne 6 mois, on finance ça avec ce projet, on finance, et au bout de 6 mois, on regarde, et si on pense que c'est prometteur, on refinance. Donc il y a ce programme-là qui a commencé il y a 14 ans, qui aujourd'hui compte je crois que c'est plus de 300 startups d'État aujourd'hui dans tous les ministères, des incubateurs dans les ministères, donc c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Il n'y a pas que des succès, c'est des startups. Hein. Je ne sais pas les ratios de succès versus les vraies startups, mais ça va être à peu près comparable. C'est qu'il y a des succès flamboyants comme France Connect, avec plus de 100 millions de connexions au mois. Voilà, donc tout le monde connaît France Connect. Et puis il y en a qui sont arrêtés au bout de 6 mois. Enfin, voilà. Donc il y a un peu tout ça. Mais donc ça, pour répondre à ta question sur les corps d'État, la volonté là, c'est au début, c'était de peut-être pas regarder ça. C'est de dire, en fait, on s'en fiche que vous soyez corps d'État. Vous êtes agent, vous nous convainquez que vous avez trouvé un irritant et que vous pouvez porter la solution, allez-y. Donc, il y a sûrement plein de corps d'État qui ont été parmi ces intrapreneurs. Peut-être moins parmi les devs et les designers, parce que là, on est allé chercher des freelances.
donc qui en général n'étaient pas des gens qui venaient de l'administration. Donc ça a donné un mix entre les deux. Voilà, je ne refais pas toute l'histoire de BetaGouv, mais en gros, on est arrivé aujourd'hui au fait qu'il y a des startups d'État qui ont réussi, qu'on doit scaler, et surtout de dire mais à quel moment ces startups d'État qui ont réussi, ces scale-up d'État, on va dire, à quel moment ils arrivent à transformer l'administration et pas juste si on doit continuer à les opérer en dehors de l'administration ou si quand on les remet dans l'administration elles meurent, on n'a pas réussi en fait. Comment on fait pour que ces startups elles viennent vraiment transformer l'État et que l'État soit capable d'offrir des services publics de qualité grâce au numérique et faire un numérique. Bon, c'est au quotidien, ça reste un combat, ça reste une difficulté. Les corps d'État sont là-dedans. Enfin, dans l'équipe de la suite, il y a des corps d'État. Dans la direction de la DIM, il y a des corps d'État. Donc, les corps d'État restent là. Je pense pas qu'on est à l'âge d'or du TGV ou de France Télécom qui invente la DSL ou ces genres de trucs, mais je pense qu'on n'est plus à cet âge d'or là. Et il y en a plein qui viennent plus là parce que quand on sort de Polytechnique aujourd'hui, c'est peut-être plus fun d'aller faire des startups d'IA que d'aller bosser pour l'État. Donc, je dis pas qu'on a des gens qui auront leur nom sur la Tour Eiffel dans 30 ans, peut-être pas, je sais pas. Mais il y a encore des corps d'État, il y a des gens. Moi, j'ai jamais vu un tel niveau d'expertise et de. Vraiment, travailler dans l'État, on croise des gens incroyables en termes de niveau technique, enfin vraiment, il y a. C'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que le numérique, c'est une culture qui est un peu qui est pas celle de l'État. Et puis on peut en discuter toute la soirée, mais comment est-il légitime de transformer l'État et qu'est-ce que l'État doit faire pour faire du numérique et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je pense que c'est une question qui est ouverte et on a besoin de talent, quoi. Mais il y en a. Je sais pas, mes collègues pourraient en parler aussi. Chacun son expérience. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis à la DINUM et vraiment très impressionné par l'énergie, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a le temps pour une dernière question. Qui veut tenter sa chance? J'ai 2 questions, j'espère que c'est OK. Question numéro 1, les GAFAM, ils en pensent quoi? Et question numéro 2, la souveraineté au niveau de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire en pratique à l'heure actuelle? Ouais, c'est une bonne question. Les GAFAM, ils en pensent quoi? Je ne sais pas. Ça m'intéresserait de savoir. Peut-être qu'ils nous ignorent ou peut-être qu'ils, je sais pas. Peut-être qu'ils ont peur mais qu'ils ne le disent pas. Peut-être qu'ils manifestent. Peut-être qu'ils agissent pour nous freiner. Je sais pas te dire. En tout cas, on est petit, mais la communauté peut nous donner une force inouïe, quoi. Rien que la communauté de Django, si elle s'y met, là tu vois qu'on a des solutions, on a une bonne dizaine de solutions de Django en licence MIT. Je vais pas dire si j'ai jamais vu, mais on peut faire plein de choses et nous on espère que ça commence à prendre. On le sent hein, sur Docs, clairement ça pousse. Donc voilà, on espère qu'on peut rivaliser par la taille de la communauté avec des très gros. Sur l'IA, la souveraineté, ouais, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, dans la suite, on prend une position assez pragmatique de dire, parce que dans l'État, tu vois, surtout en France où on pense qu'on a une carte à jouer là-dessus, bon, il y a des investissements qui vont être faits sur des entraînements d'LLM, sur des choses, et bon, il y a plein de trucs qui sont faits. Qu'est-ce qui est en prod? Bon, c'est moins évident. Donc sur la suite, nous, on n'a pas les moyens de faire de l'IA qui coûte cher, donc on va pas faire tourner beaucoup de GPU. Et surtout, on essaie aussi de se dire, mais en fait, où est-ce que l'IA, elle a déjà un impact et où est-ce que c'est pas dur? Parce que nous, on est des développeurs d'applications. C'est faire du gros back, c'est faire des UX sympas, un peu de DevOps sur Cube, mais voilà, on n'a pas des grosses compétences pour aller vraiment faire de l'IA, de la data science, des entraînements, etc. C'est pas ça qu'on cherche à faire nous.
Par contre, voilà, visio, faut qu'on fasse des transcriptions comme il faut, qu'on puisse faire des résumés de réunions, parce que ça, on pense ça a de l'impact, c'est très demandé. Et dans l'État, vous n'avez pas idée des choses qu'on nous demande dans des audiences qu'il faut transcrire, etc. Donc il y a énormément de valeur à créer sur des trucs très pragmatiques. Et donc on essaie de se concentrer sur des trucs pragmatiques où ça nous paraît résolu ou relativement simple à faire en prenant un LLM qui est sur l'étagère. Et du coup, c'est souvent parce qu'on va l'héberger chez nous. C'est souvent parce qu'on va prendre un modèle qui est open source. Mais par exemple, des fois, on me dit non, mais on va pas faire tourner Whisper parce que c'est pas fait, on sait pas comment c'est fait. Bah nous, on va s'en fiche en fait. On va être pragmatique là-dessus et on va regarder juste les outputs de nos transcriptions et on va mesurer les taux d'erreur. Et en fait, un Whisper qui fait des taux d'erreur faibles et qui tourne et pour lequel on n'a pas de raison, parce qu'en fait, une transcription, c'est je parle et il doit écrire ce que j'ai dit, quoi. On se dit que s'il le fait, pour nous, ça va être souverain si on vérifie qu'il n'invente pas le contraire de ce que j'ai dit. Tu vois, c'est un peu. Après, une fois qu'on a réussi ça et qu'on aura des usages importants, bien sûr, il faudra aller réduire les taux d'erreur et que là, on ira chercher des équipes plus expertes dans le privé, dans les labos de recherche. Voilà. Et après, on est déjà en train de travailler pas mal avec la recherche, pas mal avec d'autres corps dans l'État, qui ont des moyens plus importants et des expertises plus fortes, qui ont déjà adopté la suite et qui veulent que l'IA aille beaucoup plus loin. Donc eux, on leur dit allez-y, puis ce que vous pouvez nous redonner, vous nous le redonnez. Ce que vous pouvez pas nous redonner, gardez-le. Enfin, planquez-le, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais on essaie juste d'être hyper pragmatique parce qu'on n'a pas, on peut passer beaucoup de temps à rien mettre en prod avec de l'IA, quoi. Et à cramer beaucoup de GPU pour rien. Merci Samuel pour les questions. Je ne vois pas à distance, mais du coup, on va quitter le Meet pour ceux qui sont à distance. Je suis désolée. Et du coup, on va pouvoir manger et discuter. J'espère que vous avez faim. Juste une petite information. Pour pouvoir quitter les locaux, il faudra en parler à